Alors voilà, le calme, la solitude, bien sûr, pour travailler, pour écrire. C'est ma deuxième chambre, ça. Alors ce que j'aime aussi, surtout, beaucoup, bien sûr, c'est l'obscurité. Parce que si je commence à écrire la nuit, il ne faut pas que je sois tout d'un coup distrait par le soleil, par le jour qui se lève. Alors j'ai inventé ce système de volets qui fait que je suis vraiment dans le noir absolu quand j'écris dans la journée et que je ne veux pas dormir ni me reposer parce que j'ai commencé quelque chose que je veux finir. Alors, bien sûr, il y a un autre système aussi pour être dans le noir absolu. C'est pas tellement facile pour écrire. C'est ça. Si Jean-Pierre Melville appartient aujourd'hui au panthéon du cinéma, il a construit toute sa carrière en dehors du système, comme un loup solitaire. Ses films sont devenus des chefs-d'œuvre encensés dans le monde entier. L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge, Le Samouraï. Il a dirigé les plus grands acteurs, comme Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura et surtout Alain Delon, son alter ego et son double. Ce serait trop long à expliquer, c'est fabuleux. C'est l'homme qui, je crois, connaît le plus et le mieux le cinéma. C'est le plus grand metteur en scène que je connaisse, c'est le plus grand opérateur, c'est le plus grand cadreur, c'est le plus grand chef opérateur, c'est le plus grand tout ce qu'on veut. Avec Alain Delon, Melville a réinventé le film noir. Mal à l'aise dans son époque, Stetson et lunettes sombres, il est en décalage avec le monde et ressemble à ses personnages. Mais ce personnage, vous êtes seul à l'avoir créé? Mon personnage? Oui. Ah, bien sûr. Mais est-ce que je l'ai créé ou est-ce que je suis simplement ce que je suis? Là, j'ai le carnet d'éclaireur de Jean-Pierre. Il avait très exactement 11 ans, avec son écriture et tout, ses dessins. Jean-Pierre, il a un bac. Tout droit, comme une injonction qu'il s'est donnée dans l'enfance et qu'il a toujours respectée. L'histoire de Jean-Pierre Melville est celle d'un homme qui, pour se construire, a un jour changé de nom. Il naît en 1917 sous le nom de Jean-Pierre Grambach. Je crois que ça a été le plus jeune metteur en scène producteur du monde. Il avait 6 ans quand il a commencé. Mon grand-père lui avait acheté une petite caméra Pathé Baby à manivelle et il filmait tout. Vous vous rappelez de ce que vous avez tourné à ce moment-là? Ah oui, bien sûr, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère et un morceau de mon appartement. Les sujets de ses premiers films, il les trouve dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, à Paris, où il passe son enfance à l'abri d'une famille très soudée. Sont des juifs, mais sont des juifs non pratiquants, qui avaient donc une éducation assez stricte, probablement, que mes grands-parents ont eue, qu'ils ont inculqué à leurs enfants. Je me pose la question de savoir, en vieillissant, pourquoi j'étais peut-être à mon insu puritain et vertueux. Et je pèse mes mots, je fais attention, parce que je sais, c'est complètement ridicule d'employer des mots comme ça. Je me dis que c'est quand même à cause de mon enfance et de mes parents juifs alsaciens qui m'ont élevé dans un certain ordre. Il avait horreur des fusions sentimentales ou autres et il dominait ses émotions totalement. Il ne montrait rien, c'était pour lui signe de masculinité et qu'on était vraiment un crack, poker face. Il s'ennuie en classe. Mais heureusement, un de ses oncles le sort de son univers et l'emmène régulièrement dans les théâtres parisiens. Il est ébloui par Joséphine Baker ou par la chanteuse américaine Sophie Tucker. Il s'émerveille devant le jeune acteur du Kid de Chaplin, Jackie Coogan, qui fait des claquettes sur scène. Il en gardera l'envie de divertir avant tout. Mais à l'âge de 15 ans, sa vie bascule soudainement. En courant pour attraper un train, son père s'écroule sur un quai, terrassé par une crise cardiaque. Un vide immense dont il ne parlera jamais publiquement. Son père était mort avant 55 ans, le père de son père était mort avant 55 ans. Tout le monde mourait avant 55 ans chez les hommes.
Cette fatalité familiale va peser sur toute son existence. Après ce drame, il se met à hanter les salles de cinéma de manière obsessionnelle, presque maladive. Les cinéphiles sont encore rares dans les années 30. Moins de 5 films par jour, et il est en manque. Et l'amour est toujours aussi fort Ah oui, oui. aujourd'hui? Quand je passe le tambour d'une porte de cinéma, j'entre dans une église, j'entre dans un temple. Quelque chose se passe. Il sera cinéaste. Une certitude qui s'ancre en lui. Après des recherches minutieuses, l'adolescent dresse une liste de 63 cinéastes qui comptent pour lui, tous américains. L'Amérique va définitivement forger son imaginaire. Tous ces personnages portent un trench coat boutonné jusqu'en haut et des chapeaux en feutre. Tout ça vient des années 40, que Melville adorait. Et il a ramené ces éléments en France, dans les années 60 et 70. Et vous avez Alain Delon faisant son Humphrey Bogart. Le héros melvillien, énigmatique et magnifié, a aussi une autre origine fondatrice. La guerre. Mai 1940, Jean-Pierre Grumbach est 2e canonnier et monte au front. Son unité subit de lourdes pertes. Puis il se retrouve dans le piège de Dunkerque et fait partie des 340 000 soldats évacués vers l'Angleterre. Cette guerre, pour lui, a été la base de beaucoup de choses. D'abord de ses relations avec les hommes. Le rare moment où on rencontre la vertu dans une vie d'homme, c'est dans la vie militaire au contact des officiers de carrière. Les plus belles années de ma vie, ce sont les années de guerre. Eh oui, Il n'y a rien à faire. C'est triste, C'est là parce où que j'ai t'es pas rencontré- mort. Mais Parce c'est là que où j'ai t'es rencontré pas des mort. hommes courageux qui acceptaient de mourir. C'est fantastique. Le dépassement de soi, l'amitié, le sens de l'honneur et toutes les valeurs héroïques qu'il n'avait vues que dans les westerns, il les rencontre sous le feu des balles. Démobilisé en août 1940 et écœuré par la défaite française, il part pour Marseille retrouver son frère aîné, Jacques. Mon père, c'est vraiment l'histoire du Front populaire. Il était un espoir du Parti socialiste. Jacques Grumbach a été en effet le bras droit de Léon Blum. Devenu agent de liaison au sein de la Résistance, il se retrouve sur la liste noire de la Gestapo. Melville entre lui aussi dans la clandestinité. Pendant 2 ans, il sillonne le sud de la France en distribuant des tracts clandestins et en assurant des missions de renseignement. C'était incroyablement dangereux. Ça demandait un très grand courage. Mais ça les obligeait aussi à cacher leurs émotions. Ils ne pouvaient pas se lier, ni se confier. Il fallait même se méfier de ses propres amis, parce qu'il y avait toujours la possibilité d'une trahison. Aujourd'hui, les résistants sont vus comme des héros. Mais à cette époque-là, ils étaient des criminels. Et je pense que Melville a vu dans les films de gangsters américains une similitude. Lui aussi a vécu comme un criminel. La Résistance sera l'autre terreau fertile de l'imaginaire melvillien. On habitait à l'époque à Castres, dans le Tarn, et entre chaque mission, il rentrait à la maison. Et un jour, il a décidé qu'il avait besoin de remettre un uniforme. Donc, comment faire ça? Il fallait rejoindre De Gaulle. Et pour rejoindre De Gaulle, il fallait traverser les Pyrénées, passer par l'Espagne et trouver un bateau. Les 2 frères tentent leur chance chacun de leur côté, mais Jacques Grumbach ne franchit jamais les Pyrénées. Il disparaît sans laisser aucune trace. Melville, lui, réussit à passer en Espagne et parvient à rejoindre Londres. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. En s'engageant auprès des forces françaises libres, pour la première fois, il signe d'un de ses noms de résistants, Jean-Pierre Melville. Dans la case « Profession », il indique avec aplomb « Industrie cinématographique ». Jean-Pierre Melville est officiellement né à Londres sous les bombes au mois d'août 1943. On devient assez vite un combattant, dit Melville.
Mais on ne cesse pas facilement de l'être. De retour à la vie civile, Melville s'installe à Montmartre. Il a 28 ans. Le jeune homme n'a aucun contact dans la profession, ni aucune expérience. Mais il a déjà l'idée de son premier film chevillé au corps. Il est sûr de lui, déterminé, et son projet est incroyablement ambitieux. En 1942, plusieurs milliers d'entre vous ont peut-être eu la chance exceptionnelle d'avoir entre les mains et de lire ce livre que j'ai ici et dont je crois plus personne aujourd'hui n'ignore le titre. Ce livre, en effet, s'intitule « Le silence de la mer ». Le silence de la mer a eu un impact très important sous l'occupation. Des hommes sont morts en le distribuant clandestinement. Son auteur s'est caché sous le pseudonyme de Vercors. Il y avait une énorme tentation, puisqu'en 1941, les Allemands étaient encore corrects, ils étaient plus que corrects. C'est le mot qu'on employait. Ils étaient séducteurs. Et c'est cette tentation que je voulais essayer de contrebattre par ce livre. Après la libération, le livre est devenu un monument intouchable et Vercors refuse de lui céder les droits. Et lui, avec une audace et une inconscience assez étonnantes, mais qui était probablement de son caractère, on l'a vu d'ailleurs ensuite, a dit, même si c'est comme ça, je le ferai quand même. Et il a donc tourné le film sans ma participation, sans mon autorisation. Et vous avez pu vous produire vous-même? Je me suis produit difficilement, mais enfin, j'y suis arrivé. Je crois d'ailleurs que le premier film doit être fait avec son sang. 11 août 1947. Melville commence le tournage avec une équipe très légère. Il enfreint les règles syndicales qui imposent un minimum de 21 techniciens. Faute d'argent, les prises de vue s'étalent sur plusieurs mois. Il tournait sur des bouts de pellicule, sur des chutes qui restaient dans la caméra une fois qu'un vrai film avait fini de tourner. Il restait toujours des chutes de 30 ou 40 mètres, c'est-à-dire moins d'une minute. Mais je ne suis pas sûr que Melville ait jamais voulu bousculer ou révolutionner. C'était surtout pour des raisons économiques qu'il a dû inventer d'autres manières de faire. Pourtant, Melville bouscule totalement le cinéma français. C'est la première fois qu'on tourne une fiction entièrement en décor naturel, avec des acteurs inconnus et quasiment sans éclairage. En faisant un film totalement en dehors du système, sans argent mais avec une immense liberté, Melville ne sait pas qu'il pose les fondements de ce que sera la nouvelle vague. Et 10 ans plus tard, pour François Truffaut, Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard, il deviendra un modèle à suivre. Il est la preuve qu'on peut entrer dans la profession par effraction. Tous vont suivre ces méthodes pour tourner leur premier film. Mais l'idylle entre Melville et la nouvelle vague sera de courte durée. Je n'aime pas faire partie d'une école, d'une secte, d'une religion. On m'a appelé le père de la nouvelle vague. Ça ne me dérangeait pas, jusqu'au moment où un magazine a fait paraître la liste des réalisateurs de nouvelle vague. Et j'ai eu la stupéfaction d'apprendre que j'avais 182 enfants naturels. Je ne pouvais pas tous les reconnaître. Et le mieux pour ne pas faire de jaloux, c'était de les repousser tous en bloc. Est-ce qu'on ne peut pas faire semblant de faire des concessions, puis finalement faire ce que l'on veut? Si on fait semblant de faire des concessions, on est obligé de faire des concessions. 20 janvier 1949. Le président de la République assiste à la première du Silence de la mer. Le jeune homme semble avoir gagné son pari fou. Je croyais avoir fait un film pour un public restreint. Et je m'aperçois chaque jour davantage que c'est le contraire, et que le film plaît énormément au grand public, le vrai public, le seul. Mais il se met à dos toute une partie de la profession. Il est même condamné pour ne pas avoir respecté les règles syndicales. Melville a dû débuter tout seul et devenir un cinéaste sans l'aide du cinéma français. Et je pense qu'il en a toujours gardé une certaine rancune. Les années 50 commencent mal pour Melville. Il continue à tourner dans l'inconfort et à l'écart de la profession. Ni Les Enfants terribles, ni Quand tu liras cette lettre, ni Bob le flambeur ne lui permettent d'obtenir la reconnaissance qu'il espère. Angoissé et insomniaque, il passe souvent ses nuits dans les clubs de jazz de Pigalle.
Il adorait aller voir les putes de Pigalle, enfin les voir, pas aller coucher avec elles, mais il adorait se balader dans un milieu interlope. Jean-Pierre aimait les femmes, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais Jean-Pierre disait « je suis un puritain ». Et quelquefois, il l'était un peu moins. Mais dans le fond, il était puritain, c'est vrai. « 27 septembre 1950. Une équipe de géographes survole les Pyrénées. Ils photographient le relief. Et tout d'un coup, en développant les photos, on s'aperçoit qu'il y a un squelette par terre. À ce moment-là, il y a une mission qui va chercher le squelette. Et là, à côté du squelette, on trouve une sacoche. Dans la sacoche, il y a des polars. Plein de polars. Et tout d'un coup, on se dit, pourquoi ça ne serait pas le corps de Grimbach, de Jacques Grimbach? C'est Melville qui va identifier les restes de son frère. On a retrouvé 2 balles dans sa tête, mais aucune trace de l'importante somme d'argent qu'il transportait pour le général de Gaulle. Je crois que Jean-Pierre, il a eu toute sa vie le manque de la reconnaissance de mon père. La manière dont il m'en parlait, je sentais qu'il y avait une sorte de vide, une sorte de hiatus dans sa carrière. Au printemps 1953, s'ouvre le procès de l'assassin de son frère. Lazare Cabrero était chargé de conduire les résistants à travers les Pyrénées. Il se défend. Jacques Grimbach était blessé et les ordres étaient clairs. L'abandonner vivant mettait en péril tout le convoi. Et à ce moment-là, il y a l'ambiguïté totale de Melville, qui est là, au procès, et qui explique que ce mec a sauvé tellement de vies, a fait passer tellement de gens qui ont pu échapper à l'Allemagne pour aller faire la résistance, qu'on ne peut pas véritablement le juger sur un seul crime où on peut se demander s'il a vraiment tué pour de l'argent ou simplement pour sauver des vies à venir. Pour Melville, la vertu est une valeur cardinale plus importante que tout sentiment de vengeance. Cabrero est acquitté. Un ami un jour m'a dit « Tu es le seul cas de réussite par l'intransigeance que je connaisse. » Cette intransigeance va donner naissance à un projet fou. Puisque la profession ne veut pas de lui, il sera totalement indépendant. En 1955, il installe ses propres studios dans une ancienne usine de la rue Jenner, dans le 13e arrondissement de Paris. Il y investit tout ce qu'il a, et il a peu. Est-ce que vous êtes le seul metteur en scène en France à posséder son studio? Oh oui, bien sûr. Je crois qu'on n'est plus beaucoup dans le monde, d'ailleurs. J'habite au-dessus. Ça me permet, à 3 h du matin, si tout d'un coup quelque chose me chiffonne, de descendre sur le plateau et de regarder ce que je vais faire cette nuit, par exemple, parce que j'ai un décor qui n'est pas prêt, dans lequel je dois rentrer demain à midi, je ne sais pas du tout quoi y faire. Il confie la gestion des studios à sa femme, Florence, qu'il a épousée juste après la guerre. Je lui avais demandé pourquoi elle n'avait pas d'enfant. Il m'avait dit, on ne peut pas faire les deux à la fois. Si on est metteur en scène de cinéma et qu'on ne veut faire que du cinéma, on ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'un enfant, ça prend trop de place dans la vie, et on ne sera plus un grand metteur en scène. La création cinématographique, dit-il, pour compenser ce qu'elle représente de démence et de désordre, requiert une vie exemplaire. Pour lui, le cinéma, c'était comme une fraternité, et on y entre en faisant vœu d'obéissance et d'exclusivité, et que rien d'autre ne compte. Je crois qu'aucun de nous n'est allé aussi loin. Il y avait mon goût pour le noctambulisme, qui tout d'un coup a été converti aux alentours de la fin de l'année 1956, dans un noctambulisme de chambre. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout ni besoin ni envie de sortir, ni de me retrouver jamais dans des endroits de nuit. Avec ses studios, Melville s'est créé un monde à l'abri du monde. Vous êtes misanthrope? Ah oui, terriblement. Vous connaissez mes animaux, vous savez bien que je suis misanthrope. À Jenner, il cultive ses obsessions et entretient des rituels. Il a sa propre salle de projection où il revoit sans arrêt les films américains qu'il préfère, des dizaines de fois.
Très souvent, quand les gens tournaient à Vénère, après le tournage, il les faisait venir dans la salle de projection pour leur montrer 15 fois de suite le même film. Par exemple, Odds Against Tomorrow, le coup d'escalier de Robert Wise. Let's cut out before he kills somebody. Give me the keys. Dave, you get the car. But Johnny's supposed to get the car. We got it made. Come on, give me the keys. Come on. Le coup de l'escalier est une série B qui raconte un braquage qui tourne mal. Melville prétend l'avoir vu 126 fois. Son rêve d'Amérique ne concerne pas uniquement le cinéma. C'est toute une culture et des paysages qui l'attirent. Il avait sa voiture américaine. On partait de Génère et on prenait l'autoroute du Sud. On allait sur la route d'Orly. Et là, c'était la nuit. Il disait, toi, aux États-Unis, une autoroute, ça s'appelle un freeway. Imagine, on est sur le freeway, on est aux États-Unis. Il arrivait à vous transporter pour finir ailleurs. Au volant de sa Pontiac Firebird ou de sa Plymouth Fury, il en est certain. Un jour, lui aussi, il tournera en Amérique. Frenchie. Yes. Isn't it like France here? Tell me, pretty boys, are you in a hurry or not? Yes, we are. Another day we stay a bit longer. But now, Miss Gloria, may I ask you something? Yes. What is it? Do you know Mr. Fèvre-Berthier? Deux hommes dans Manhattan va servir de prétexte. Pas de star encore dans ses films. Il interprète lui-même un des rôles principaux. Avec un grand perfectionnisme, il recrée à Génère tous les intérieurs new-yorkais du film. Et en novembre 1958, il embarque enfin pour New York, pour finir le tournage. Ce premier grand rendez-vous avec l'Amérique a failli ne pas avoir lieu. Juste avant de partir, il fait son premier infarctus à l'âge de 42 ans. Jean-Pierre savait qu'il était cardiaque. Tous les Grimbac savent ça. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il a surtout refusé de s'y soumettre. Très amaigri, il tourne 3 semaines dans Manhattan. J'en avais assez d'être un auteur maudit, connu uniquement par une chapelle de cinglés du cinéma, dit-il. Mais le film se révèle être son pire échec commercial. Tu as passé après un très mauvais moment, c'est une très mauvaise passe. Quelle était ton attitude à ce moment-là? Je me suis mis à réfléchir beaucoup sur l'échec. Je me suis aperçu que je n'aimais pas du tout l'échec. Et j'ai réfléchi beaucoup avant de commencer mon prochain film, qui était Léon Morin, prêtre. Mais cette fois-ci, je m'étais dit que je ne voulais pas d'échec et que je ne l'accepterais pas. Avec Léon Morin, Melville veut épater le public et la profession. Le film parle d'un amour impossible entre une veuve de guerre communiste et un jeune prêtre progressiste. En s'attaquant au livre de Béatrix Beck, il profite de la notoriété d'un prix Goncourt. L'auteur y raconte sa vie passée dans une ville de province sous l'occupation, une période que Melville souhaite aborder de nouveau. Il fait aussi pour la première fois le choix d'un casting prometteur. Il s'est assuré les deux vedettes du moment, qui étaient d'une part Belmondo à cause d'À bout de souffle, qui venait de sortir, et Emmanuel Riva à cause d'Hiroshima, mon amour. C'était les deux noms, les plus en vue. J'étais un peu affolé à l'idée de mettre une soutane et de représenter un prêtre, parce que vraiment je ne me voyais pas là-dedans. On s'est beaucoup demandé, mais est-ce que Belmondo va arriver à jouer un curé? Jusque-là, il avait joué des voyous. Melville, lui, est certain de son choix. C'est la première fois qu'il se retrouve face à une star, et il va immédiatement apprécier. Jean-Paul Belmondo a mis une soutane sur son dos, et une seconde après, il était prêtre, comme s'il l'avait toujours été. Et c'est la première fois de ma vie que je vois un acteur être aussi complètement naturel. On avait vraiment le sentiment qu'il portait cette soutane depuis 10 ans. Vous voulez voir une scène maintenant? S'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Albert, voulez-vous envoyer quelque chose, s'il vous plaît? Ce que les monteuses vous ont donné. D'accord. Comment se fait-il que vous ayez voulu vous faire prêtre, puisque vous étiez un garçon plutôt mauvais? Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Quand on veut devenir prêtre, c'est avec l'idée de sauver les âmes, c'est tout.
C'est une idée qui peut être envoyée même à un sale gosse. La sortie de Léon Morin, c'était vraiment pour lui un grand succès. Il était finalement au diapason du public. Et ça, c'est le meilleur moment pour un cinéaste. Et ça n'arrive pas souvent. Et lui, il avait attendu des années et des années pour arriver là. Armé de ce premier vrai succès, Melville peut enfin faire le cinéma dont il rêve. C'est certain que j'ai une très grande prédilection pour la littérature policière. Et que depuis l'âge de 12 ans à peu près, j'y suis fidèle. Je ne crois pas que ce soit un genre mineur. Je sais que vous avez un peu le sentiment que c'est une littérature mineure. Je ne le crois pas. Je crois qu'un livre policier réussi est un livre aussi réussi qu'un livre de littérature pure. En 1961, il se lance dans l'adaptation d'un roman noir de Pierre Lesoux, Le Doulos. C'est le premier polar melvillien, un genre qui va devenir son territoire de prédilection. Salut. Quelle heure vient ton gars? 7 heures. T'es sûr que t'es pas encore en train de faire l'idiot? C'est pour que j'attende d'être sûr avant de me lancer sur une affaire. J'en ai assez d'être logé et nourri par Thérèse. Je t'ai dit que j'avais les moyens de te dépanner. Est-ce que c'est un film policier? Oui, c'est un film policier, mais pas un film policier comme les autres films. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot d'argot, ça ne se passe pas à Pigalle et c'est pas chez les Tataves, quoi. Tous les personnages mentent. Le personnage de Cilien, c'est-à-dire Jean-Paul Belmondo, ment. Le policier ment aussi, bien sûr, c'est son métier. Et je pense que c'est assez l'esprit du film, qui est une sorte de documentaire sur le mensonge. La presse parle du Doulos comme du premier polar métaphysique. Pour Melville, le monde contemporain est incapable de générer de véritables héros. Il cherche des personnages qui puissent endosser toutes les valeurs héroïques qu'il a rencontrées pendant la guerre. Je crois que les derniers personnages tragiques se sont réfugiés dans des histoires de gangsters et de police. La mort soudaine, la mort subite, que l'on donne ou que l'on reçoit, ça n'est plus que du ressort des livres policiers et des films policiers, en vérité. À partir du Doulos, il place ses personnages dans un monde stylisé. Sans la liste des 63 cinéastes américains d'avant-guerre, dit-il, je n'aurais jamais fait le Doulos. Les décors témoignent de ma passion pour le cinéma américain qui a été la base de ma vocation. La cabine téléphonique n'est pas une cabine française. À tout de suite. Le bar n'a rien à voir avec un bistrot parisien. Je l'ai pas tué. Si, tu l'as tué! Quant au bureau du commissaire, c'est la copie exacte que Robert Mamoulian avait fait construire pour City Streets en 1931. Vous êtes d'accord avec Hitchcock en matière de décor, tout au moins le réalisme c'est l'ennemi? Oui, absolument. La phrase d'Hitchcock, qui est très exactement « quand je vois apparaître la hideuse figure de la vraisemblance, je lui tords le cou », n'est pas valable que sur le décor. C'est aussi valable dans le déroulement d'une histoire policière. Il va en effet très vite s'éloigner des codes habituels du polar, et son cinéma va se radicaliser. Juin 1967, Jean-Pierre Melville commence dans les studios Génère le tournage de son 10e film, Le Samouraï. Bon, alors, j'ai gardé de l'homme que j'ai croisé une image composite. Allons-y, un imperméable comme celui-ci. Alain Delon y incarne un tueur à gages froid et méthodique. Un rôle qui va fixer à jamais l'image de Delon pour le monde entier. C'est fait. Je sais. Mais dites-moi, vous avez été arrêté cette nuit? Aucune importance. Parfait. Chose promise. Le Samouraï est un film sur la solitude d'un homme. On ne sait rien du personnage de Jeff Costello. Les dialogues ont presque disparu. Le film est tellement épuré qu'il devient presque abstrait. Et pourtant, il s'en dégage une fascination irrésistible.
Chaque premier rôle d'un film de Melville était réellement un personnage unique. Alain Delon est un tueur. Il obéit à un code. Il est complètement isolé du monde. Le visage de Delon est énigmatique, très beau. Son regard est expressif, mais impénétrable. On doit deviner ce qui se cache sous la surface. Je pense qu'il était le personnage idéal pour Melville. Pour la répétition. Jean-Pierre était un homme solitaire, comme le samouraï. Donc, pour lui, je pense qu'en faisant ce film, il se sentait Costello. Melville dit « J'ai transposé dans le samouraï une part de ma vie inconsciente et de mes inhibitions. Mais pour que cette projection puisse se faire, il faut un catalyseur, et ce catalyseur a été Alain Delon. » Melville, lui aussi, se radicalise, comme son cinéma. Jean-Pierre Melville, êtes-vous plus amoureux du cinéma que de vous-même? Ah, fichtre Dieu, oui. Et comment? Oui, j'aime le cinéma, je m'aime pas, comment voudriez-vous? Avec le temps, il s'est composé un masque qui creuse une distance entre lui et les autres. Quand on allait chez Melville, on ouvrait son placard, il ouvrait son placard, et il y avait pendu 10 costumes exactement les mêmes, 5 paires de bottines exactement les mêmes, 3 Stetson. C'était un personnage déguisé. C'est comme s'il nous disait « Je suis hors système, je suis un rebelle, tout comme mes personnages. » Et pour y arriver, il a dû se créer lui-même ce personnage surdimensionné, en décalage du cinéma français normal. À l'abri des studios Génère, son enfermement volontaire semble avoir trouvé son point d'équilibre. C'était un lieu horrible, c'était un tombeau là au Génère. C'était sombre, c'était du gros velours, c'était un peu solennel. Ça ressemblait à un décor en fait. C'était un décor. Il s'était bâti une maison qui était un décor. Tout se mélange. Lui, Alain Delon, Jeff Costello, tous réglés sur la même fréquence. Mais une semaine après le début du tournage, le monde protecteur qu'il a patiemment créé disparaît soudainement. Il y avait de la fumée, heureusement que son chat, qui dormait dans sa chambre, l'a réveillé parce que tout était calfeutré, donc il ne s'est pas aperçu que ça brûlait. Je suis arrivé le matin, et donc j'ai vu des murs noircis, et Jean-Pierre, à ce moment-là, en peignoir, au milieu des décombres. Il avait tout perdu. En tous les cas, tout son passé de cinéaste. Pendant 1 an, Melville ne pourra pas remettre un pied rue Génère. Il a perdu tous ses repères. Puis il tente de tout reconstruire, en commençant par ses bureaux. Mais les plateaux de tournage sont définitivement perdus. Il va devoir travailler hors de chez lui, hors de son refuge. Il fait un second infarctus. Est-ce que c'est dur de faire ce métier? C'est très dur, très 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 dur. Et plus on avance en âge, et plus on use sa vie et plus on a derrière soi sa carrière, plus c'est difficile. Il faut vraiment, vraiment partir à l'attaque et crier en avant. À la fin des années 60, sa carrière s'accélère. Il tourne 4 films en seulement 5 ans. Un rythme éprouvant qui accentue la souffrance qu'il a toujours ressentie sur les tournages. C'était pour lui tout ce qu'il détestait, parce que c'était se lever, voir le jour, et être toute la journée avec 50 personnes autour de lui, ce qu'il ne supportait pas. 320, contre-champ sur Janssen, étendu sur son lit, tout habillé, sale, hirsute, parasé depuis 3 jours. C'est Faulkner dans ses crises d'alcoolisme. Alors, je crois qu'en ce qui concerne un plateau de Jean-Pierre Melville, dire qu'il s'agissait d'une tension est vraiment un euphémisme, c'est peu dire.
les tournages n'étaient pas cool. C'était pas cool en général. Moteur demandé. Il arrivait d'être de très mauvaise humeur et de faire souffrir tout le monde et d'être vraiment, enfin, c'était presque sadique. Il y avait quelque chose de vraiment méchant. Il était maître de l'expression, mais il n'était pas maître de ses émotions. Bon, alors fini dans ce sens-là, les araignées et les rats. Maintenant, les iguanes. Il n'hésite pas à s'en prendre aux acteurs. Sur le tournage de leur 3e film, L'aîné des fers chauds, la tension monte avec Jean-Paul Belmondo. Et put on Sinatra again. Please, put on Mr. Sinatra again. Belmondo et Melville en viennent à se battre. Faire venir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi aussi j'en ai marre, monsieur Melville. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi je suis pas un guignol. Et moi ça m'amuse. J'étais dans ta baignoire. Hier, j'attends en bande, dit monsieur Melville, j'ai ses boutons de manchette. Et ben ça j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que moi je jamais j'en ai marre. Belmondo ne finit même pas le tournage. On a été fâchés 5 ans. Et alors, pendant 5 ans, il a dit beaucoup de mal de moi. Et moi j'ai dit beaucoup de mal de lui. Il n'est pas rancunier parce qu'il m'a redemandé de travailler avec lui. Et là, alors, on s'est beaucoup amusé. Hein? Est-ce que je pourrais avoir des menottes pour voir? Bien sûr. Elles sont là. Monsieur Dardot, vous donnez les menottes à monsieur Léonard. Sur le 2e souffle, Lino Ventura, qui fait son apparition dans l'univers melvillien, subit aussi le caractère difficile et exigeant du cinéaste. Ça a été, je crois, un film très agréable à faire, de toute façon. Bah, plutôt très dur, non? Très dur? Oui, très dur. Pour tout le monde, un film comme ça ne se fait pas impunément, faut le payer. Je crois que l'homme est fait pour vivre au milieu des hommes. Et puisque je n'en ai pas envie et que je n'aime pas, c'est donc qu'il y a quelque chose. Melville avait une façon de vous associer à sa vie qui était très étonnante pour un homme de cet âge et de cette importance. Dès que le tournage s'arrêtait, il était un homme charmant, très agréable. Et la soirée pouvait être très, très, très longue, où il discutait, il parlait, il se racontait. Et puis après, il disait « Mon coco, raccompagnez-moi ». Alors bon, on allait rue Génère. Il se mettait en pyjama, il se couchait. On était assis sur le bord du lit. Florence amenait un plateau avec du poulet froid, de la mayonnaise, des chips, tout ce qu'il aimait parce que ça faisait américain. La mayonnaise en tube, tout ça, ça lui plaisait beaucoup. Bon, donc on dînait. Et puis vers 1h, 2h du matin, il se relevait, il se rhabillait entièrement. Il disait « Venez, mon coco, on va se promener ». L'Empirette est un personnage extrêmement complexe à tous les niveaux. Sans compter Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je le vois avec nous, je le vois sur un plateau. C'était 2 bons hommes différents, complètement. Après l'incendie de Génère, Melville trouve refuge à la campagne, dans une maison isolée d'un monde qui le satisfait de moins en moins, et loin des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Reste alors la force de son passé pendant la guerre. Courteline disait « Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine ». Et je m'aperçois en vieillissant que tout ce qui aurait dû être des mauvais souvenirs, ça n'est plus maintenant qu'une sorte de période qu'on ne revit qu'en la rêvant avec nostalgie. La nostalgie de Melville va donner naissance à ce qui est peut-être son plus grand film. Je vais me lever pour demander quelque chose à la sentinelle. Vous passerez les 2 portes en courant. Celle-ci et celle de la rue. Bonne chance. L'Armée des Ombres, pour moi, est le meilleur film de Melville et c'est un chef-d'œuvre absolu, oui. On a froid, on a faim, on est terrifié, on a peur, on sent l'oppression, on respire pas pendant le film, on respire plus. Et le côté nostalgique qu'il a eu, c'est par rapport au courage, par rapport au combat, par rapport
aux gens qu'il a rencontrés. Chaque personnage de l'Armée des Ombres est quelqu'un qu'il a rencontré, dont il a déguisé le nom. Vous regardez ce film et vous comprenez que quelqu'un dans la résistance a trahi. C'est lui le traître qu'il faut. Oui, c'est lui. Et vous êtes le chef? Ils vont le tuer, car c'est ça le code. Le code dit, si tu me trahis, je dois te traquer, parce que je suis obligé de le faire, car tu peux mettre en danger mes camarades. Je te jure, tu n'auras pas mal. Ils l'attrapent, le maintiennent sur une chaise et ils l'étranglent. On voit tout de A à Z. L'homme se débat. C'est une séquence exceptionnelle. Ce film parle de survie. Il n'est pas question de confiance. Il est question de paranoïa. Et à la fin, tous les personnages sont capturés et tués. Donc, quand vous comprenez que c'est ce que Melville a connu, ce qu'il a vécu, tous ces films font sens. Toutes ces idées de l'outsider, du criminel qui a toujours une mission, qui essaie d'échapper à la loi et finit toujours, quoi qu'il fasse, par mourir. Je voudrais tout de même vivre. Et je vais mourir. Et je n'ai pas peur. C'est impossible de ne pas avoir peur quand on va mourir. C'est parce que je suis trop borné, trop animal pour y croire. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais. Le tournage de l'Armée des Ombres est un véritable enfer pour Lino Ventura. Melville et lui se détestent tellement qu'ils ne communiquent plus que par l'intermédiaire d'un assistant. J'ai pris l'habitude de ne jamais être satisfait. C'est une position confortable qui me permet de ne pas en changer. Je crois qu'on ne peut jamais être content. J'ai pris aussi l'habitude d'être en colère, de vivre en colère. Je suis en colère et je suis insatisfait. De tous ces films, Melville n'est satisfait que de 2 plans. Dans le défilé de la Wehrmacht sur les Champs-Élysées, au début de l'Armée des Ombres, un des plans les plus chers jamais tournés en France. Je ne pense pas qu'on puisse être amateur de cinéma sans être un enfant quelque part. Un enfant qui a besoin d'histoire, de raconter des histoires, ou qu'on lui raconte, ou d'en créer. Tous ces gens sont des enfants grandis. Je crois, en tout cas Jean-Pierre l'était complètement. L'Armée des Ombres sort en septembre 1969, quelques mois à peine après le départ du général de Gaulle. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Pour beaucoup, cette glorification de la résistance appartient déjà au passé. Melville reste en décalage avec son époque. Annie, s'il vous plaît. Demain, si vous avez une minute, vous serez gentil, vous me mettrez de l'ordre sur mon bureau. En 1970, grâce au casting exceptionnel du Cercle Rouge, Melville dispose d'un budget encore plus important. Mais il attend toujours un vrai succès auprès du public. On va tourner. Les motos. Les inspecteurs marchaient beaucoup plus vite que ça. Sortez, venez vers moi. À toute pompe, les inspecteurs. Qu'est-ce que vous jouez dans le Cercle Rouge? Un tireur d'élite. Je veux dire qu'on a besoin de ces talents de tireur pour un hold-up extrêmement délicat à faire. Je suis un commissaire de police et c'est moi qui arrête mon temps, Delon. Le Cercle Rouge donne surtout à Melville l'occasion de retrouver Alain Delon. Jean-Pierre, d'abord, avait une passion des acteurs. Il aimait les acteurs. Et Alain était une culmination importante de cet amour pour les acteurs. Depuis Le Samouraï, Melville n'a pas seulement rencontré un acteur qui l'inspire, il a construit une relation profonde avec Delon. Ces 2 hommes qui se sont compris tout de suite, qui avaient besoin de se voir, non pas se juger, mais s'admirer. Ils avaient les mêmes intransigeances, la même folie pour le cinéma. Partez, Alain. Bon pour moi. On la double. Je pense que Delon était à la fois le frère qu'il aurait voulu garder
mais aussi le fils qu'il aurait voulu avoir. Encore un coup. Rien ne me gêne avec Melville. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Tout est une facilité déconcertante avec lui. Il y a une complicité, il y a une communion, il y a tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que je sais exactement ce que Melville veut, je sais exactement ce qu'il désire, ce qu'il attend de moi. Et je crois lui donner ce qu'il me demande. Le morceau de bravoure du Cercle Rouge repose sur le braquage d'une bijouterie. Plus de 20 minutes de pure mise en scène, sans aucun dialogue. Melville a tout préparé avec une minutie extrême. Cette scène, cela fait plus de 20 ans qu'il attend de la tourner. En été 50, me baladant à Place Vendôme, je me suis dit comment dans un film pourrais-je m'arranger pour cambrioler la bijouterie Boucheron. Alors j'ai fait le tour par la rue de la Paix, j'ai pris la rue Daniel Casanova et j'ai appuyé sur tous les boutons de porte cochère de la rue Casanova et à peu près à la 7e ou 8e porte, la porte s'est ouverte. J'ai vu un escalier, j'ai escaladé cet escalier, je suis arrivé en haut, j'ai vu une lucarne qui donnait sur le ciel avec une échelle pendue contre le mur. J'ai mis l'échelle contre l'entrée du petit grenier où il y avait la lucarne. Je suis monté, j'ai soulevé la lucarne, je suis monté sur le toit et je me suis trouvé sur le toit de la bijouterie Boucheron. Que dire du Cercle Rouge que vous ne sachiez déjà? Le film continue à pulvériser les records. On a enregistré 100 000 entrées en 5 jours. C'est presque de la provocation pour certains metteurs en scène. À chaque sortie de film, Melville fait le tour des salles et scrute fébrilement la longueur des files d'attente. L'éternel insatisfait a de quoi se réjouir complètement. Melville devient le patron d'un cinéma d'auteur populaire. Il a enfin atteint son but, faire partie et même dominer un monde du cinéma qui n'avait pas voulu de lui. Est-ce que vous êtes inquiet ou satisfait que votre film plaise absolument à tout le monde? Terriblement angoissé, ça me met dans une position inconfortable. Il faut essayer de ne pas décevoir. Sans attendre, il se lance dans un nouveau polar, son 13e film. Plan 9. La mer est démontée. On entend le bruit déchaîné de la tempête, tel un bombardement d'une violence inouïe. Le scénario d'Un flic rassemble tous les ingrédients du polar melvillien. Les voitures américaines, le hold-up dans une banque, les longs silences, l'amitié, puis la trahison. Inévitable. Jean-Pierre a écrit une histoire d'homme, une histoire d'amitié entre deux hommes, et j'ai choisi le rôle du commissaire de police Ed Coleman. Melville et Delon se retrouvent à nouveau ensemble. Mais très vite, Melville se fait rattraper par son caractère et les relations avec Delon se tendent. Alain Delon prépare en parallèle son prochain film. Melville, le possessif, le sent. Il dit à son assistant « Tu vois, il n'est plus avec moi, il est déjà avec l'autre. » Les vexations se multiplient. Melville ne peut pas s'en empêcher. Et quand Delon achève le tournage, c'est la rupture, celle qui ne devait pourtant jamais se produire. La seule solution que j'ai trouvée pour ne pas être trahi, c'est de vivre seul, écrit Melville. À la sortie du film, il est inquiet. Jean-Pierre m'avait dit, tu m'appelleras et tu me diras s'il y a une grande queue devant le film. Et je l'appelle et je lui dis, c'est fou, il y a un monde fou. Et il me dit, oui, mais ça s'arrête tout. Mais je lui dis, écoute, c'est formidable, juste un cabine téléphonique. Et Jean-Pierre, je me souviendrai toujours, me dit, ça va être un insuccès commercial. Un flic n'atteint pas les sommets du Cercle Rouge. C'est une blessure d'orgueil pour Melville. Il en sort meurtri et physiquement fatigué. Il reprend sans arrêt son nouveau scénario et déchire tout ce qu'il écrit. Il veut rebondir, il veut que tout soit parfait. Plan 1. Une jeune femme au volant d'une voiture, roulant à vive allure dans un paysage désertique. Mais le 1er août 1973,
dans le restaurant d'un grand hôtel parisien, le visage de Jean-Pierre Melville, soudainement, se fige. Comme si le destin existait vraiment, Melville meurt brutalement à l'âge de 55 ans, comme son père et comme son grand-père. Alain Delon n'a pas eu le temps de se réconcilier avec le cinéaste. 3 semaines plus tard, il reçoit des journalistes. En plein déni, il n'a pas encore intégré sa disparition. À la vue de ces 3 films que nous avons fait ensemble, je crois qu'il s'est produit une espèce d'effet de saturation et qu'il a besoin, de son côté, de travailler avec d'autres acteurs, de renouveler sa création et moi-même d'aller travailler ailleurs. Et je crois que dans quelques temps, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, à ce moment-là, j'espère et je pense que nous nous retrouverons et que nous aurons encore beaucoup de choses à faire, très belles et très importantes pour le spectateur. Je ne sais pas ce qui restera de moi dans 50 ans, écrit-il. Probablement tous les films auront pris un coup de vieux terrible et le cinéma n'existera sans doute plus. J'estime que la disparition du cinéma aura lieu vers l'an 2020. Pourtant, le cinéma existe toujours et Jean-Pierre Melville est encore bien présent. Tous les grands réalisateurs américains se sont inspirés de Jean-Pierre. Des gens comme Jarmusch, Tarantino, Hackford, il y en a Michael Mann, les frères Cohen, tous mentionnent Jean-Pierre. C'est intéressant. Si vous prenez Melville et que vous allez à Hong Kong, vous avez John Woo qui, 20 ou 30 ans plus tard, fait des films melvilliens avec des tueurs impassibles qui vivent selon un code. Je vous garantis que John Woo a vu les films de Melville. Melville a créé une école, une manière de penser, et ça reste.